Merci mesdames et messieurs d'avoir choisi l'info scientifique pour vous informer. Comme vous le savez, votre magazine vous informe à travers ses éditions, mais aussi des émissions qu'il organise. Aujourd'hui, il reçoit pour vous les professeurs John Ekina Bongongo, consultant à Joint Venture. Il a également publié un ouvrage intitulé « Relance des industries industrialisantes par la formule Joint Venture, modélisation du partenariat gagnant-gagnant ». Cet ouvrage qui a été publié il y a longtemps vient d'être traduit dans cette langue. Alors, c'est ce qui fera d'ailleurs l'objet de cette émission. Professeur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de l'invitation. Alors, professeur, votre ouvrage intitulé « Relance des industries industrialisantes par la formule Joint Venture, modélisation du partenariat gagnant-gagnant ». Nous voudrions savoir, plusieurs mois après avoir lancé sur le marché public votre ouvrage, alors nous voudrions un peu savoir quelle est sa santé actuellement. Merci, monsieur le journaliste, pour la parole. Je peux dire que depuis 2015, où l'ouvrage a été publié, l'ouvrage intitulé « Relance des industries industrialisantes par la formule Joint Venture, modélisation du partenariat gagnant-gagnant », jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'événements. Notamment le couronnement dont j'ai été bénéficiaire de la part de l'édition universitaire d'Allemagne que je viens d'évoquer, où on m'a décerné un diplôme honorifique. Et après, j'ai eu à présenter l'ouvrage dans certaines universités étrangères, notamment les universités marocaines. Je peux citer l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès. Je peux aussi citer l'école de management international, toujours à Fès. Donc sur le plan international, l'ouvrage se porte bien. Et je sais que l'objet de cette émission, justement, c'est le fait que cette édition ait publié la version française de mon ouvrage en 7 langues internationales. Et là, je sais qu'on va essayer d'évoquer ça au cours de l'émission. Merci. Professeur John Ekina Bongongo, sous d'autres cieux, votre ouvrage a de l'ampleur, mais en RDC, il y a un peu de réticence. Nous voudrions savoir pourquoi ces paradoxes. Voilà, c'est une question qui traduit au fait la réalité de notre pays, où d'habitude, lorsque un digne fils du pays arrive à réaliser des exploits sur le plan scientifique, la plupart des cas, il y a toujours une certaine réticence au niveau du pays. Mais je peux dire qu'il y a quand même certaines figures de proue qui ont reconnu la scientificité de l'ouvrage. Je peux citer l'éminent professeur Bahati Lukwebo, modeste, lors du vernissage de mon ouvrage, a déclaré que l'ouvrage avait un niveau scientifique très élevé et qu'il recommandait même ce que le gouvernement puisse avoir un droit de regard là-dessus, dans le sens d'exploiter les recommandations se trouvant dans cet ouvrage. Il y a aussi le professeur l'éminent Michel Bongongo, à l'époque ministre du budget, lui aussi, quand il a baptisé l'ouvrage, il a évoqué dans le même sens. Je peux aussi continuer à dire que le professeur Mapana de l'université de Kinshasa, du reste mon maître de thèse, avait abondé dans le même sens. On peut compter aussi les hommes d'État, donc le membre du gouvernement. Il y a le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa. Il a essayé de faire savoir que ça valait la peine que cet ouvrage soit exploité au niveau de la RDC. Pour ne pas citer notre ministre Germain Kambinga à l'époque, qui m'avait lancé l'invitation, et on a abondé aussi largement dans ce sens-là. Donc on peut dire que quelques hommes d'État, des scientifiques de très haut niveau, ont quand même reconnu, n'est-ce pas, la scientificité de cet ouvrage, mais on est en train de continuer à travailler et à faire passer les messages parce qu'actuellement,
vous voyez, le monde a apporté un intérêt particulier à cet ouvrage. Ce qui fait que le fait d'être publié en plusieurs langues, cela signifie que, bon, les gens trouvent quand même leur compte. Dans notre pays, on doit aussi faire arriver les choses au niveau des décideurs pour le besoin de la cause. Alors, parlons de la publication de votre ouvrage dans plusieurs langues. Vous êtes parmi les rares auteurs qui, leurs ouvrages sont traduits dans plusieurs langues. Pourquoi seulement vous, au moment où il y a beaucoup d'auteurs qui publient également en RDC et dont leurs ouvrages n'ont pas été traduits dans plusieurs langues comme les vôtres? Voilà, je suis content de cette question. C'est même l'épicentre de l'émission. Donc, je m'aimerais quand même informer l'opinion que les éditions universitaires européennes d'Allemagne viennent encore d'honorer mon ouvrage par le fait qu'elle a publié, n'est-ce pas, la version française de cet ouvrage en 7 langues internationales. Il s'agit, entre autres, de la version italienne, la version allemande, la version anglaise, la version portugaise, la version espagnole, la version polonaise et néerlandaise. Cela veut tout simplement dire que les pays occidentaux ont manifesté leur intérêt, un intérêt assez particulier pour cet ouvrage-là. Et cela ne peut que m'enchanter. Et nous continuons à observer la situation. Je sais que s'il n'y avait pas la maladie coronavirus, on allait déjà assister à l'arrivée, n'est-ce pas, des Allemands qui voulaient en fait m'introniser, n'est-ce pas, pour être leur représentant, le représentant de l'édition ici au Congo et même au Congo-Brazza. Donc voilà déjà, c'est déjà quelque chose sur le plan international. Votre ouvrage parle du partenariat gagnant-gagnant. Professeur, quel est l'apport de l'ouvrage dans la vie sociale du peuple congolais? Merci pour cette question, une question très pertinente. En fait, l'ouvrage retrace, n'est-ce pas, le partenariat. Le partenariat qui ont été conclus dans notre pays. Et ces partenariats ont été conclus sous la formule de joint venture. Après avoir analysé ces partenariats, que les gens ont appelé ici mining, parce qu'on avait choisi la GECAMINE comme un champ d'investigation et même la SOCIDER. L'ouvrage a trouvé que ces partenariats étaient mal négociés. Et alors, il fallait trouver un modus vivendi. Le modus vivendi était de mettre en place un modèle pouvant relancer réellement la GECAMINE. Un modèle qui pouvait être bénéfique pour la République. Alors, il fallait voir les causes qui ont fait que la première expérience de joint venture ne puisse pas réussir. Il y a eu d'abord la part de la corruption, le manque de transparence. Il y a eu aussi, comme qui dirait, la répartition arbitraire de parts, la mauvaise gouvernance. Beaucoup d'avantages au profit de partenaires étrangers au détriment des partenaires locaux. On peut aussi voir, n'est-ce pas, le rôle apathique de l'État. L'État n'a pas su contrôler ces partenariats de manière suivie. Il y a eu aussi un facteur qu'on n'a pas essayé d'insérer ou d'évaluer dans ces partenariats, c'est le risque. Avant de s'engager dans une aventure industrielle, il faudrait évaluer le risque. Alors nous, on a essayé d'évaluer ces risques-là à travers le modèle de Markowitz, le modèle de Sharpe, qu'on appelle modèle du portefeuille. Et ces modèles-là, bien que d'origine
financière, mais nous l'avons utilisé pour évaluer les risques de cuivre et de cobalt. Avec l'implémentation théorique, les modèles expliquent, n'est-ce pas, l'évolution du risque de la même manière comme on était dans le domaine financier. On appelle ça la transposition. Alors vous voyez que le modèle se présente et il est même schématisé. Il montre les causes. Après les causes, le modèle va essayer d'exiger un certain nombre de calculs statistiques, calculs mathématiques. Parce qu'on ne sait pas décider sur base de rien. En fin de compte, le modèle propose des garde-fous. Les garde-fous, c'est entre autres la loi. Vous voyez que la joint venture, c'est un contrat. Un contrat qui lie 2 ou 3 partenaires pour partager le risque. Mais ces contrats-là découlent d'une loi. Là où la joint venture a été appliquée, ça s'est accompagné toujours d'une loi. Nous l'appliquons sans loi. C'est ainsi que lorsqu'il y a des problèmes qui se posent, nous recourons à la loi générale, alors qu'une loi spécifique devrait, n'est-ce pas, aider pour faire asseoir les choses. Bon, le code minier, il est essentiellement pour les mines. Or, la joint venture a un caractère général. Vous voyez qu'il y a un code minier, mais pour la sociétaire, par exemple, la sociétaire ne travaille pas les mines directement, la sociétaire travaille avec le mitraille. Il y a eu aussi d'autres sociétés qui peuvent recourir à la joint venture. Code minier, oui, mais là où il y a le code, il y a toujours la loi. Donc, la loi existe pour essayer de faire asseoir les choses allant dans le sens de l'amélioration. Donc, il faut une loi. Il faut aussi, entre autres, chercher à comprendre que les conditions doivent être remplies avant d'entrer dans la joint venture. Et comme j'ai dit, en dehors de ça, il y a aussi d'autres garde-fous comme, n'est-ce pas, le contrat type. Il faut un modèle type de contrat. Parce que j'ai constaté que lorsque j'étais sur le terrain, il y a eu beaucoup de sortes de contrats. Les joint ventures qui se trouvent être disséminées à travers la République, il y avait chaque fois des contrats particuliers pour chaque joint venture. Cette histoire-là dérange trop. C'est ainsi qu'à travers le monde, on a voulu un peu uniformiser les choses. En dehors de la loi, il faut dans notre pays, comment dirais-je, on appelle ça un observatoire de surveillance des joint ventures. Entre nous, soit dit, ça doit être rattaché à la présidence pour essayer de suivre l'évolution de ces contrats, n'est-ce pas? Je ne peux pas dire au jour le jour, mais de façon permanente. En ce moment-là, on pourra dire que non, on a l'œil sur les joint ventures. Et on peut terminer par un management approprié, un management dynamique. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des entreprises ordinaires. Ce sont des entreprises qui viennent pour une durée bien déterminée. Et lorsque le management n'est pas approprié, on vient tous les jours pour savoir que non, on a accompli tel niveau, on a accompli telle tâche, et après, on procède à une évaluation. L'évaluation peut être même à mi-parcours. Avant de commencer, on évalue. À mi-parcours, on évalue. Et si on trouve que non, on n'a pas atteint les objectifs, on procède à un recadrage. Donc, ce n'est pas un investissement qu'on doit regarder de manière tout à fait laxiste, mais il faut essayer de s'y imprégner sérieusement pour, n'est-ce pas, avoir des résultats escomptés. Professeur, cet ouvrage est destiné principalement aux gens qui ont signé les contrats de joint venture. Quel est le message que vous lancez aux consommateurs et puis au petit peuple par rapport à l'applicabilité de ces bouquets? Voilà, le petit peuple, excusez-moi, n'existe pas. Il n'y a pas un petit peuple, mais on peut dire qu'il y a le peuple qui ne se retrouve pas dans ces joint ventures-là par le fait qu'il y a tout un système qui a fait que la population ne puisse pas se retrouver. Alors, qu'est-ce que la population doit comprendre? La population doit comprendre d'abord que la joint venture est une organisation qui a des devoirs, qui a des obligations. Notamment, il faut un cahier de charges. Ce cahier de charges est exigé par le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais, c'est le propriétaire
de l'entreprise GECAMIN. À travers la GECAMIN, un cahier des charges. Parce que lorsqu'on veut investir, il y a deux éléments à comprendre. Le premier élément, c'est la rentabilité financière. La rentabilité financière, c'est là où on voit les retombées, n'est-ce pas, de l'investissement. Notamment, pour le cas de la joint venture, il y a le pas des portes, il y a les dividendes, il y a les contrats d'amodiation, il y a les droits superficiels. Ces éléments-là apportent les moyens à l'entreprise. Mais maintenant, nous parlons maintenant de la rentabilité économique. Dans la rentabilité économique, c'est là où on voit les éléments de votre réponse. L'entreprise doit prouver à suffisance qu'elle va créer de l'emploi. D'un certain seuil, l'entreprise doit prouver qu'elle doit sécuriser l'environnement. Elle doit indemniser les gens qui sont aux alentours, qui subissent les désastres de l'entreprise. Il faut que dans les cahiers de charges, les choses soient clairement définies. Comment doit-on indemniser les gens qui subissent les affres de l'environnement? Pour que les social se retrouvent, il doit y avoir aussi l'implication de la société civile. Parce que vérifier les cahiers de charges là, c'est aussi l'affaire de la société civile. Qui doit voir, est-ce qu'on avait prévu les écoles? Est-ce que les écoles ont été construites? On a prévu les routes, est-ce qu'on a construit? Donc tous ces éléments-là feront que le social ou la société qui se trouve être disséminée à travers, n'est-ce pas, là où il y a l'implantation de ces jeunes ventures, puisse se retrouver. Bien évidemment, vous parlez de la société civile, vous parlez également de la politique et vous parlez des consommateurs. Alors, quel est le rôle que chaque acteur peut jouer? Voilà. Il y a d'abord la part du gouvernement. Et quand je parle du gouvernement, si vous pouvez permettre que je puisse commencer par la présidence de la République. La présidence de la République doit mettre en place, n'est-ce pas, des structures. Ça, c'est le volet institutionnel des choses. La joint venture doit avoir un ancrage institutionnel. Ancrage institutionnel de grande envergure, comme j'ai dit. Au niveau de la présidence, des structures pour planifier la joint venture, pour gérer la joint venture. La joint venture doit, en principe, être insérée dans le programme économique du gouvernement. Donc, au niveau vraiment de la présidence, un travail doit être effectué pour qu'une structure puisse essayer d'aider, n'est-ce pas, le pays à suivre l'évolution de la joint venture. Parce que la joint venture est une structure qui brasse des milliards de dollars. Et ça ne doit pas passer inaperçu. Si les structures ne sont pas assidues, si les structures ne sont pas vraiment mises en place, pour suivre la joint venture, il y aura des sérieux problèmes. Au niveau du gouvernement, comme je vous avais dit, il faudrait qu'il y ait des dispositions du gouvernement où on va responsabiliser les ministères des tutelles. Par exemple, au niveau de la joint venture qui traite des minerais, les ministères des mines, les ministères de l'industrie, les ministères du portefeuille, pour qu'on travaille en synergie avec ces entreprises-là, avec l'entreprise du GECAMIN, afin de voir cette histoire-là de plus près et de faire évoluer les choses. C'est vraiment important. Parce que j'ai suivi que, après avoir longuement discuté, les joint ventures vont commencer à contribuer à un certain pourcentage pour, n'est-ce pas, le social. Et il y a des structures qui existent ou qui doivent recevoir cet argent afin d'arranger le social. Vous savez que le profit arrange le social. Alors, maintenant, il faut voir les choses, comment ça va, les choses là vont évoluer, afin que nous puissions aboutir à des résultats satisfaisants. Voilà, je continue avec la question, je vais y revenir. Quand il a dit à tous les niveaux, il faut aussi que la GECAMIN, les agents de la GECAMIN, la structure GECAMIN, puissent aussi mettre en place des gestions adéquates.
gestion, comme qui dirait, orthodoxe. Parce que le résultat de la Joint Venture, ça ne se pérennise pas. C'est un contrat à durée déterminée. Disons, et lorsqu'on arrive à un certain moment, on doit savoir ce qui provient de Joint Venture. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il faut relancer la GECAMIN? Quel secteur, ainsi de suite? Cet argent ne doit pas être là pour peut-être faire autre chose. C'est très important. On a un contrat et ces contrats-là nous donnent des moyens et ces moyens doivent être investis pour que le jour où le contrat prendra fin, bon, qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la GECAMIN. Les travailleurs aussi ont leur part des responsabilités. Je dis aussi, le partenaire étranger doivent savoir que leur réussite dépend aussi de la réussite du pays. Parce que si le pays ne se retrouve pas, parce que vous avez vu, les codes miniers, on l'a aussi évoqué, le fait de dire qu'il n'y a que 2% des royalties qu'on doit bénéficier sur le chiffre d'affaires. Vous voyez que là, c'est déjà un problème. Je sais que le problème des 2% ne concerne pas seulement la RDC. Il y a la Côte d'Ivoire avec son cacao. Il y a aussi le Ghana. Mais il faudrait essayer de voir. Avec 2%, on voit déjà qu'il y a une partie, comme qui dit la partie GECAMIN, qui sort perdante. Comment pérenniser une telle association? C'est tout à fait difficile. C'est ainsi que le code minier actuel a quand même revu ces taux-là à la hausse. Aujourd'hui, on parle de 10%. Mais j'apprends qu'il y a une certaine réticence entre les pays et ces partenaires-là. Il y a toujours moyen de négocier pour essayer de trouver un terrain d'attente. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que nous sommes en train d'échanger avec le professeur John Ekina Pongongo, consultant à Joint Venture. Avec lui, nous échangeons autour de son ouvrage qui vient d'être traduit dans cette langue. Alors, professeur, je pense que vous avez un mot dès la fin. Professeur, avez-vous un message à lancer à la nation congolaise tout entière et aux hommes scientifiques en particulier par rapport à l'applicabilité des recommandations formulées dans votre ouvrage? Voilà. Je dois dire que le gouvernement congolais doit s'approprier l'étude que nous avons menée. Et cette étude-là se trouve être aujourd'hui publiée en 7 langues étrangères. On doit se poser la question, quelle motivation? Et ils ont publié ça gratuitement. Ils ont seulement cherché à avoir mon accord. Et en un clin d'œil, on me dit que non, l'ouvrage vient d'être publié. Et on m'a envoyé les exemplaires. Allez-y comprendre quelque chose. L'homme blanc ne fait pas les choses comme ça, comme hasard. Hein. On sait ce qu'ils sont en train de poursuivre dans cette affaire-là. Alors, c'est quand même curieux que, bon, depuis un certain moment, on ne soit pas vraiment un peu en train de s'intéresser à cet ouvrage-là. Si on a vu les Occidentaux chercher à comprendre le message qui se trouve dans cet ouvrage, combien à plus forte raison dans notre pays que au niveau des institutions, qu'on puisse ne serait-ce que prendre cet ouvrage-là, parce que à certains égards, bon, je suis quand même en train de enseigner la Joint Venture. J'ai enseigné sous forme de séminaire au Centre culturel Congo-Japon, sur invitation des Japonais. Nous l'avons fait au niveau de l'Institut français et on continue à le faire maintenant au niveau de l'ambassade des États-Unis au Centre culturel américain. Donc on est en train d'enseigner, on est en train d'expliquer aux gens le fonctionnement de Joint Venture. Vous voyez? Donc, de part et d'autre, il y a quand même des gens qui s'intéressent à ça parce qu'ils savent que actuellement, la Joint Venture est incontournable. Alors, il faut avoir le vrai message. Il faut comprendre la quintessence de la Joint Venture pour ne pas s'attendre à des soubresauts. On arrive comme ça, non, on était avec le partenaire est parti. Si vous voulez suivre le partenaire, il va vous développer beaucoup de raisons et vous ne saurez même pas vous retrouver parce que
vous n'avez pas eu à maîtriser, n'est-ce pas, la profondeur de ces concepts-là. On doit savoir que la joint venture doit être négociée. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui savent comment négocier une joint venture? Ce sont des disciplines scientifiques. Il y a des ouvrages et des ouvrages qui expliquent comment créer une joint venture. Donc, c'est une matière éminemment scientifique. Alors, il faudrait que ça soit porté à la connaissance du public, n'est-ce pas, des décideurs, pour qu'on puisse éviter chaque fois de subir, et chaque fois d'être à la traîne, et chaque fois, n'est-ce pas, connaître des pertes énormes comme nous l'avons toujours connu. Donc, c'est vraiment important pour les scientifiques. Cette étude-là appelle d'autres recherches. On continue à travailler. Je n'ai pas le monopole de la joint venture. J'ai trouvé la notion. Je suis en train de développer cette notion-là. Les chercheurs, on doit essayer de continuer. Parce que je n'ai pas la prétention d'avoir épuisé toute la problématique de la joint venture. Vraiment. Mais je crois avoir atteint mes objectifs. Et un compatriote m'a même dit que non, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre encore en place une deuxième édition? J'ai essayé un peu de réfléchir parce que les données dont je dispose datent de 2009 de la GECAMI. L'ouvrage a été publié en 2015. Alors depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, pratiquement 10 ans, il y a lieu d'actualiser l'ouvrage. Ouais, les efforts sont en train d'être menés. Et l'ouvrage ne quitte pas l'opinion. L'ouvrage est toujours d'actualité. La joint venture gagnant-gagnant, ça se parle partout. J'ai été au Maroc, même le roi du Maroc parle de gagnant-gagnant. On ne doit pas, n'est-ce pas, laisser cette histoire passer inaperçue. Nous continuons à travailler. Je ne suis pas en train de forcer les choses, mais il faut qu'on puisse avoir cet ouvrage qui est là, on doit étudier. Signer des contrats aujourd'hui, comme ça, pas avec des instruments assez, comme qui dirait, reconnus mondialement, avec des connaissances un peu précaires, il y a risque que nous puissions toujours connaître, comme on dit, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de votre émission. Comme nous vous l'avions dit, que nous avions invité pour vous le professeur John Ekina Bongongo, consultant en joint venture. Avec lui, nous avions bel et bien échangé autour de son ouvrage intitulé « Relance des industries industrialisantes par la formule joint venture, modélisation du partenariat gagnant-gagnant ». Bien sûr, vous l'avez bien suivi. Cet ouvrage vient d'être traduit dans cette langue. Alors, nous vous disons merci infiniment de nous avoir suivis et surtout nous disons également merci au professeur qui a bien disposé son temps pour répondre à toutes nos préoccupations. Merci.